Monsieur le leader. Madame la Présidente, cela nous ramène à l'item 404, qui est le dépôt de la réponse du comité exécutif à l'avis du Conseil interculturel de Montréal intitulé « Vers une citoyenneté urbaine favorisant la pleine participation de toutes et de tous ». Un avis sur la participation des Montréalaises issues de la diversité à la vie municipale. Merci, Monsieur le leader. Monsieur Rotran, à vous la parole. Madame la Présidente, c'est bon que ces réponses viennent au même temps qu'on a une déclaration sur le mois latino-américain. Ici, nous avons la réponse des comités exécutifs aux quelques revendications qui sont adressées à nous par le Conseil interculturel de Montréal. Et la Ville semble accepter 8 sur 9 des recommandations. Le seul qui n'accepte pas est que la Commission peut mandater la Commission sur la diversité sociale, qui est effectivement une instance hors de ce Conseil, tient un pouvoir qui doit appartenir à ce Conseil. Je comprends la logique de le refus, mais les 8 autres choses étaient acceptées. Le seul problème que j'ai ne change pas grand-chose. Ces 8 choses sont bonnes. Je ne vais pas utiliser le mot en français vieux, pieux, qui dit qu'effectivement, il n'y a vraiment pas de substance. Il y a quelque chose dans les 8 recommandations qui est accepté, mais je soupçonne que ça ne change pas grand-chose. Bon, on va inviter les citoyennes qui proviennent de la diversité montréalaise aux consultations sur les budgets participatifs. Déjà, ces budgets dans les arrondissements qui les utilisent, et je pense qu'il y a 3, n'attirent pas grand monde pour commencer. La deuxième recommandation, Forum des citoyennes, pas mauvais. Une autre, d'avoir une étude d'impact sur chaque geste et politique adopté par le Conseil de Montréal sur la diversité montréalaise. Des programmes de sensibilisation, des annonces dans les journaux, tout ça est bon, mais sans pas de résoudre les problèmes. C'est que je fais l'observation à 2 choses. Le Conseil municipal de Montréal ne reflète pas la population, et ça depuis 10 ans de débat à ce Conseil, comment on peut changer ça. Et deuxièmement, la fonction publique, même en 2019, ne reflète pas la population. Pas seulement les minorités visibles, mais les réalités de notre population sur le terrain, incluant les latino-américains de n'importe quelle race ou origine nationale dans l'Amérique latine. Madame la Présidente, 2 fois ce Conseil, dans les dernières années, a adopté une motion que j'ai mise à l'avance, appuyée par le Conseil Franz Benjamin, qui était après président du Conseil, maintenant député dans l'Assemblée nationale, demandant aux partis politiques, et s'adresse à vous, à Projet Montréal, et vous, à Ensemble Montréal, de faire votre mieux d'avancer la candidature de personnes qui proviennent de la diversité, assurer qu'ils sont choisis par les membres comme candidats, de leur donner un appui qu'ils puissent siéger au Conseil municipal. Je suis certain qu'il va enrichir nos débats et changer l'orientation du Conseil. Peut-être leur priorité n'est pas notre priorité. Mais ce n'est pas arrivé. Je ne vois pas grand monde dans ce Conseil qui proviennent des autres origines. Je félicite Ensemble Montréal pour au moins avoir fait un effort majeur au dernier Conseil. Mais je regarde qu'au moins Projet Montréal, dans l'élection partielle à Saint-Michel, qui a fait élire M. José Corville, à moins eux, un candidat qui provient de minorités visibles. Je vois dans quelques juridictions, les partis politiques se parlent entre eux d'une façon d'avancer les candidatures des personnes des minorités visibles. Qui sait, peut-être des conversations entre les partis peuvent être utiles. J'ai une question seulement. À Toronto, à Vancouver, à Londres et en plusieurs villes européennes, il y a un débat actuel de donner la vote aux personnes qui ne sont pas citoyennes, sont résidents, sont contribuables et résidents permanents. J'aimerais savoir si l'administration municipale a un point de vue sur cette question. Je sais au Conseil municipal de Toronto, il y a des élus qui ont mis d'avant cette proposition. Je ne pense pas que c'était adopté, mais j'aimerais savoir si l'administration actuelle pense que ça pourrait amener plus de participation des minorités sur notre territoire si ça devient une règle. Merci beaucoup. Merci, M. Rotran. Madame Thuillier, à vous la parole. Oui,
Bonjour, merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur Rotran, je suis un peu surprise. Est-ce que vous avez lu la réponse du comité exécutif? J'irai juste sur votre dernière question pour commencer. Alors, notre administration, vous savez, Projet Montréal, c'est un engagement que nous avons dans notre programme électoral depuis plusieurs années. C'est un engagement de l'administration et c'est une des réponses qui figure au dossier que nous adoptons aujourd'hui. Donc, notre administration mandate une des commissions permanentes du Conseil municipal pour tenir une consultation publique, parce que nous y sommes favorables et nous souhaitons faire une consultation publique sur le droit de vote des résidents permanents montréalais. Donc, la réponse est oui, et c'est déjà écrit dans l'avis, parce qu'effectivement, c'est une tendance mondiale, le droit de citer. Donc, effectivement, dans un pays, en ce moment, l'élection fédérale, la condition de base, c'est d'être citoyen canadien, mais à Projet Montréal, on pense que quand on habite dans une ville, et surtout dans une ville d'immigration, où même des gens restent résidents permanents très longtemps, et peut-être même toute leur vie, et qu'ils agissent dans la cité, qu'on souhaiterait leur donner le droit de vote au niveau des élections municipales, mais évidemment, ce n'est pas la municipalité qui décide de cela, c'est le gouvernement du Québec. Alors, c'est pour cela que nous allons faire une consultation publique pour aller chercher l'ensemble des arguments et des enjeux pour ensuite faire cheminer le dossier. Au niveau de l'engagement, de l'implication des personnes issues de la diversité dans la politique, bien, écoutez, Montréal a déjà plusieurs activités en ce sens et les réponses très claires qui sont dans le dossier aujourd'hui, c'est que nous souhaitons les poursuivre et nous souhaitons même les améliorer et aller de l'avant encore plus rapidement, plus profondément. Alors, je regarde ma collègue, la présidente du Conseil, qui, ensemble, en fait, nous organisons les caravanes de la démocratie. Donc, ce n'est pas nouveau, effectivement. Mais de plus en plus, nous allons vers les personnes issues de la diversité. C'est vraiment un mandat que nous nous donnons collectivement. Et nous en avons discuté aussi avec le Conseil interculturel de Montréal, comment on peut travailler ensemble à faire en sorte que quand la caravane de la démocratie se déplace, qu'il y a beaucoup de gens de la diversité qui puissent assister à ces présentations-là qui sont extraordinaires. Hein? On présente vraiment l'ensemble de la ville de Montréal, donc autant au niveau de la politique, de la démocratie, mais aussi qu'est-ce qu'il y a dans notre ville, quels sont les différents services auxquels nous avons accès. Et je terminerai parce qu'il y a 9 réponses, je ne vais pas vous parler de toutes les réponses, mais je vous dirais que des simulations, alors là on est vraiment dans la dimension politique, les simulations du conseil municipal sont très importantes. Nous en avons plusieurs. Alors quand le jeune conseil de Montréal et même le U18 se réunit, si vous êtes là, si vous venez, vous verrez, vous voyez à quelle place les personnes issues de la diversité font partie. Et en très grande partie, sont très bien représentés et c'est très positif dans les participants et participantes. Je vous dirais même que quand on organise CITL, donc la simulation du conseil municipal qui est réservée pour les femmes, nous avons un biais positif en fonction des femmes issues de la diversité. Donc, il y a vraiment un nombre de candidatures très précis qui est réservé à ces femmes et l'engouement est tel que nous dépassons les cibles. Et c'est fort pertinent, c'est fort intéressant. C'est comme ça qu'on va réussir à changer les choses et j'espère que mes collègues, en fait, je remercie mes collègues qui sont venus à ces différentes simulations parce que les élus actuels ont un rôle à jouer aussi comme mentor et comme motivateur auprès de ces personnes et j'espère que l'ensemble de mes collègues élus pourront alors s'impliquer peut-être plus fortement dans les prochaines simulations. Merci Madame la Présidente. Merci Madame Thuillier. La parole à Monsieur Corville. Merci Madame la Présidente. La diversité montréalaise fait la richesse de notre métropole. C'est plus de 120 communautés culturelles qui y sont représentées. 2 tiers des résidents et résidentes sont des personnes issues de la diversité. La mairesse a formé une table de la diversité, mais celle-ci n'a jusqu'à présent publié qu'un seul rapport. Et dans le cadre du CIM, il faut mentionner que le rapport a été déposé il y a 1 an au Conseil d'août et que ce n'est que maintenant que l'administration lui répond.
La diversité doit être un dossier prioritaire pour l'administration montréalaise et Ensemble Montréal croit qu'il faut avancer plus vite. Merci. Merci, M. Corville. Madame De Ross, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Dans les réponses de l'administration, on parle de confier des mandats à Concertation Montréal, à la commission permanente, mais il n'y a aucune échéancier claire. C'est désolant, surtout un an après le dépôt de l'avis initial. Nous espérons que cette volonté d'agir est sincère et que nous n'attendrons pas une éternité avant de voir des résultats concrets. Je remercie encore une fois le CIM pour son avis qui se consacre à une question très importante, soit la participation citoyenne des citoyennes issues de la diversité. Ensemble Montréal salue votre travail. Merci. Merci, Madame De Ross. Monsieur Rotran, pour votre information, il vous reste 30 secondes. 3 choses rapides. Je ne veux pas douter de la bonne foi de Mme Twillier. Son ascension à la comité exécutif va améliorer la crédibilité de l'instance. Mais effectivement, j'ai lu le même rapport qu'elle et ce n'était pas clair à moi qu'il y a une instruction à la commission que l'administration faveur de donner le droit de voter aux non-résidents. Seulement que ce doit être une parmi beaucoup des enjeux qui soient étudiés dans la consultation publique. Et finalement, Madame la Présidente, le Conseil ne reflète pas les citoyens de Montréal. M'excuse, nous sommes des personnes de race blanche surreprésentées ici. Et ça, depuis des années, malgré 10 ans de débat au Conseil. Ça appartient aux partis politiques de faire beaucoup mieux. Merci. Merci, M. Rotran. La parole à Mme Papianou. Merci, un peu en retard, mais je suis très fière de déposer la réponse du comité exécutif à l'avis du Conseil interculturel, parce que c'est une promesse tenue. On s'est engagé comme administration de toujours répondre dans les conseils municipaux aux avis des 3 conseils consultatifs. Et voilà, une chose qui est faite. C'était pas une habitude, mais j'espère que nous, on va la créer. Donc, je vous rappelle que nous sommes une administration qui est engagée à prendre connaissance de toutes les recommandations des 3 conseils et pour nous, la participation inclusive et la représentativité de l'ensemble de la collectivité montréalaise est extrêmement importante. Je vous laisse le plaisir de lire nos réponses, mais vous constaterez qu'en matière de participation citoyenne, nous réitérons, tel que stipulé à l'article 5 de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, et je cite, que la participation citoyenne contribue au renforcement de la confiance envers les institutions démocratiques, au renforcement du sentiment d'appartenance à la ville, ainsi qu'à la promotion d'une citoyenneté active. Et aussi que nous reconnaissons l'importance de mettre en place les conditions pour favoriser la participation de l'ensemble des citoyens et citoyennes, dont ceux issus de la diversité, dans les affaires de la ville qui se manifestent. Nous considérons aussi que la pleine participation de toutes et de tous à la vie montréalaise passe en premier par l'égalité des opportunités et que nous entreprenons déjà un certain nombre d'actions, entre autres l'engagement il est formel, donc en réponse aux recommandations du CIM, mais la collaboration avec Concertation Montréal va de très 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 bon train depuis notre arrivée au pouvoir. Donc je tiens à rassurer ma collègue Madame Marie Desrosses qu'on n'attendait pas la réponse pour le faire. On y est d'ailleurs, je vous ai annoncé sur le plancher du conseil municipal 2 personnes qui proviennent de la diversité montréalaise au conseil d'administration de l'OMHM, une personne qui provient de la diversité au conseil d'administration de la SHDM et la liste est très longue, donc on est très cohérent avec ce qu'on promet. Donc je vous souhaite une bonne lecture de notre avis et je vous remercie pour l'attention. Merci, Mme Papianou. Alors, ce document est déposé. Monsieur le leader. Madame la Présidente, nous allons enchaîner avec le chapitre 5, en 501, c'est le dépôt des résolutions de conseil d'arrondissement. Je n'en ai pas à l'ordre du jour. Alors, au chapitre 6, c'est le dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil. Est-ce que des collègues veulent déposer des réponses à des questions écrites? Oui, Mme Oui, Thuillier. Madame Thuillier. Allez-y.
Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je dépose des réponses pour mon collègue Monsieur Miellé suite à sa question au dernier conseil municipal. Merci, Madame Thuillier. Alors, la réponse est déposée. Monsieur Doré? Effectivement, une réponse également pour le chef de l'opposition officielle pour le fournisseur Coforce qui se demandait si les employés avaient été payés. C'est bien sûr que oui. Merci, Monsieur Doré. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Parfait. Alors, nous allons poursuivre. Monsieur le leader. Avec plaisir, Madame la Présidente. Au chapitre 7, seulement 5 points ce mois-ci. Alors, je vais les réunir de 701 à 705, toujours appuyé de mon collègue Benoît Doré. En 701, c'est le dépôt du rapport de l'Assemblée ordinaire du Conseil d'agglomération du 22 août 2019. En 702, c'est le dépôt du bilan annuel des demandes d'accès aux documents 2018. En 703, c'est le dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur une vision de développement économique et urbain pour le secteur Assomption-Sud Longue-Pointe. En 704, c'est le dépôt des calendriers des assemblées ordinaires du Conseil municipal et du Conseil d'agglomération pour l'année 2020. Et en 705, c'est le rapport de mi-année de l'inspectrice générale. Merci beaucoup. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. C'est très brièvement sur le 7.02. Donc, évidemment, on voit qu'il y a encore une fois le dépôt du bon allié des demandes d'accès à l'information. C'est quand même assez nouveau, ça fait seulement quelques années. Et puis, rien que pour une suggestion, rien d'autre que peut-être on devrait considérer à commencer à consolider les données par année. Donc, oui, les années courantes, peut-être on peut colliger cela pour que dans les années à venir, une fois qu'on a accumulé, on peut voir s'il y a des tendances qui se développent à cet égard. Merci bien. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Parfait. Monsieur le leader. Madame la Présidente, au chapitre 11, c'est le dépôt de pétition. Est-ce qu'il y a des pétitions à déposer? Monsieur Rotran. Merci, Madame la Présidente. Je dépose 2 lettres en appui de la motion 6505 inscrite sur l'ordre du jour d'aujourd'hui, celle de la motion à attribuer le nom Ely Weasel à un lieu situé sur le territoire de la ville de Montréal avant le 2 juillet 2021, signé par l'Association Jamaïque de Montréal et l'Association culturelle Playmas de Montréal pour leur membership. Merci. Merci, Monsieur Rotran. Alors, les pétitions sont déposées. Monsieur le leader. Madame la Présidente, puisque le dernier item du chapitre 15 sera appelé à 20h30, cela nous amène, selon notre tradition, au chapitre 80, c'est-à-dire les dossiers en orientation du Conseil d'agglomération, et donc au chapitre 20 du chapitre 80. Et je propose de réunir, Madame la Présidente, appuyée de mon collègue Benoît Doré, les items 2001 à 2005. En 2001, on autorise un transfert de 172 462 et des dépenses incidentes aux dépenses contingentes, et on autorise une dépense additionnelle de 60 000 pour les dépenses contingentes afin de compléter les travaux de réfection du muret périphérique et l'ajout d'une deuxième issue à la station de pompage Vincent d'Indy. En 2002, on conclut une entente cadre avec Archipel Architecture pour la fourniture de services professionnels en architecture et ingénierie. En 2003, on approuve l'amendement de bail par lequel la Ville de Montréal loue du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal des espaces sur le toit de l'hôpital Sainte-Anne. En 2004, on autorise un soutien financier non récurrent de 200 000 à Cétanou. Et en 2005, on approuve une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 96 371 pour la réalisation du projet de logement social, le relais des jeunes familles, au 85 75 P9. Merci, Monsieur le leader. Monsieur Baudry, à vous la parole. Ah, Monsieur. Monsieur Doré, allez-y. C'est Monsieur Ouellet qui seconde. Oui, Monsieur Baudry, allez-y. D'accord. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, j'interviendrai sur le 80-20-05. Donc, l'aide exceptionnelle d'un peu plus de 2 millions de dollars au relais des jeunes familles. Le relais des jeunes familles, qui est un organisme qui a déjà œuvre au niveau du logement social pour offrir des logements sociaux aux familles et aux mères monoparentales avec enfants. Donc ici, vraiment un projet qui rentre vraiment dans la ligne de mire de notre administration et je pense qu'on l'a prouvé par les nombreuses actions depuis le début du mandat où l'habitation est vraiment pour nous une obsession et une de nos priorités absolues. Donc, offrir du logement social, mais aussi offrir du logement social pour les familles, parce que les besoins sont vraiment à ce niveau-là.
Donc ici, c'est un projet qui va voir le jour grâce à cette aide exceptionnelle. 41 logements, mais beaucoup de logements de plus de 2 chambres à coucher, donc des logements de 3 et même 4 chambres à coucher, du volet 1 pour les familles en difficulté, mais aussi du volet 3 pour les mères monoparentales, donc un projet spécifique pour des personnes avec des enjeux beaucoup plus grands. Un organisme vraiment qui intervient dans Villeray, Saint-Michel, Parc Extension. Le projet se trouvera sur le boulevard Pineuf, donc un secteur aussi où les besoins sont grands. Donc, on est aujourd'hui très heureux d'annoncer que ce projet ira de l'avant et verra le jour. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci, M. Baudry. Alors, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, effectivement, et pour l'instant, je serai secondé par mon collègue et ami Sylvain Ouellette. Et s'il devait se lever, on irait vers la gauche ensuite jusqu'à la fin de la rangée, comme toujours. Alors, je vais réunir les systèmes 26 à 2010. Et en 26, on autorise la réception d'une contribution financière de 4 830 000 $ provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour répondre aux besoins de l'agglomération de Montréal liés à la légalisation du cannabis. En 2007, on accorde un soutien financier de 975 000 $ au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. En 2008, on exerce l'option de la seconde prolongation et on autorise une dépense maximale additionnelle de 7 021 324 $ taxes incluses pour la fourniture sur demande d'ordinateurs de table portatifs et robustes, de tablettes électroniques, de moniteurs dans le cadre des ententes cadres conclues avec CPU Design, Compugen et Informatique Pro Contact. En 2009, on autorise la deuxième option de prolongation des 3 contrats d'exclusivité aux soumissionnaires retenus pour le secteur ouest. Et en 2010, on accorde un contrat à Tram Canada ULC pour la fourniture et la livraison d'un refroidisseur d'eau à compresseur centrifuge. Merci, Monsieur le leader. La parole à Monsieur Langevin. C'est concernant le 2006. Allez-y. Autoriser une réception de contribution financière de 4,8 millions provenant du ministère des Affaires municipales. J'aimerais commencer par tout début de souligner le fait que la Ville de Montréal a reçu un montant de 4,8 millions le 29 mars 2019 et nous votons la réception de ce montant 6 mois plus tard. 6 mois. Je m'interroge également sur le montant de cette aide financière non récurrente. Dans le rapport d'analyse des impacts financiers de la légalisation du cannabis déposé en janvier 2018, la firme Raymond Chabot Grant Thornton évaluait que les impacts financiers seraient d'environ 1 million de $ pour les impacts ponctuels et 8,3 millions pour des impacts récurrents sur l'agglomération de Montréal. J'aimerais savoir pourquoi ce montant reçu est de moitié moins que l'estimé fait par les experts. J'aimerais aussi savoir, est-ce que la Ville reçoit d'autres fonds du provincial pour la légalisation du cannabis et quel est le montant financier de la Ville? Le montage financier de la Ville, j'aimerais le voir. On aimerait avoir le détail de la distribution des sommes. Quelles seront les sommes attribuées à la formation du personnel, à l'affichage, à la prévention auprès des jeunes et l'embauche du personnel pour des activités supplémentaires? Comment est-ce que tout ça s'est ventilé? Pour moi, me semble important à savoir. Ensemble Montréal se questionne également sur les sommes qui seront attribuées au SPVM. Le rapport de Raymond Chabot évaluait les impacts financiers pour le SPVM à 7,2 millions de $. Est-ce que la Ville a reçu d'autres sommes de Québec pour couvrir les impacts financiers non récurrents au SPVM? Merci. Merci, M. Langevin. M. Sari. Madame. On recommence. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'interviens sur le point 80-2007. Et j'aimerais soulever quelques éléments, quelques points qui m'apparaissent problématiques ou nuances, où il y a beaucoup de nuances là-dessus en lien avec ce dossier. On parle d'un certain montage financier qui a été présenté dans ce point-ci, avec un montant total de 975 000, dont 375 pour cette année. Le montage financier actuellement, le sommaire décisionnel fait mention seulement du soutien financier qui est accordé par la Ville de Montréal. Cependant, on le sait très très bien que le Centre de prévention de la radicalisation n'arrête pas ses activités sur le territoire montréalais. Normalement, il devrait recevoir des sommes de la province du Québec, du provincial. Il aurait été très pertinent d'ajouter ces sommes-là au sommaire décisionnel pour avoir un portrait plus global et plus complet de ce montage financier.
En ce qui concerne par rapport au partenariat avec le réseau de la santé, en ce qui concerne ce partenariat-là, on nous informe qu'un protocole d'entente sera signé avec le RAPS Sherpa et le CEUS du Centre-Ouest. Le tout est fait afin de garantir une certaine entente de collaboration pour la consolidation d'un consortium ou un continuum de services clairs et fonctionnels. Ce qu'on peut comprendre, et c'est notre perception, notre compréhension, nous, en lisant un peu ce sommaire décisionnel, c'est qu'on demande au centre de devenir un fournisseur de soins de santé. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, on aimerait bien comprendre comment ça implique ce service-là de la part du centre. Et n'oublions pas, et je vais revenir sur ce point-ci, que le centre est plutôt un centre de prévention. Par rapport au partenariat avec le corps policier, comme je l'ai bien cité tout à l'heure, oui, et je vous remercie, la personne responsable de ce dossier, de nous avoir rassuré comme quoi il n'y aura pas de rapprochement, il n'y aura pas de partage de données systématique. Encore une fois, l'entente n'est pas nécessairement claire dans le sommaire décisionnel et on aimerait encore une fois que ce soit ajouté à ce sommaire décisionnel afin qu'on puisse être beaucoup plus rassuré. Revenons au point de la prévention. Ce point-ci, dans le sommaire décisionnel, à la lecture du nouveau plan d'action du centre, je n'ai pas vu une seule fois, et je répète, je n'ai pas vu une seule fois le mot prévention. On donne un nouveau mandat au centre, on lui donne un nouveau rôle en tant qu'acteur communautaire, tant mieux, institutionnel aussi. Mais on semble avoir oublié sa raison d'être, soit la prévention des actes irréversibles et radicaux. Radicaux et réversibles, notamment, on parle des actes violents. On parle de suivi d'accompagnement, de formation, de soutien aux acteurs locaux, mais on ne mentionne pas en aucun moment la prévention. Au niveau de la sécurité publique, Madame la Présidente, il faut savoir que ce soit l'intervention de la sécurité publique, l'intervention policière, que ce soit l'intervention au niveau de tout ce qui est sécurité des citoyens ou citoyennes, et même au niveau de la prévention, c'est très difficile de parler de limites géographiques. Je souhaite mentionner que le rôle du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence ne doit pas s'arrêter aux limites géographiques de l'île de Montréal. C'est parce que la prévention n'a pas de limite, parce que la sécurité n'a pas de limite, tout simplement. Montréal est une métropole. La radicalisation n'est pas locale, et je le répète, la radicalisation menant à la violence n'est pas locale, et les pan-québécoises, même canadiennes, Ensemble Montréal souhaitent que les activités du centre continuent à être encouragées en dehors des limites géographiques de la métropole. Merci. Merci, M. Sari. La parole à M. Rotran. Merci. J'ai deux questions qui concernent 2006. Et c'est un peu à la marge de le dossier, mais j'apprécierais des clarifications. Et se touche l'utilisation du cannabis dans le territoire de Montréal. Est-ce que l'administration se tient toujours à la position que les gens, que l'âge d'utiliser le cannabis ou même de fumer doit pas être 21, qui était la position initiale du gouvernement du Québec, et qu'effectivement l'administration favorise de garder l'âge où on peut fumer à 18 ans. Je pose la question parce que dans les États-Unis, il y a maintenant 18 États qui, dans les dernières 2 années, ont haussé l'âge pour fumer à 21 comme une mesure efficace pour que les jeunes ne commencent pas de fumer. Là-bas, c'est seulement le tabac qui est légal, pas le cannabis, mais effectivement, ici, si je comprends, Québec a accédé à la requête de Projet Montréal de garder l'âge à 18. J'aimerais juste avoir une confirmation que c'est toujours votre position et que le gouvernement du Québec a décidé de laisser tomber leur promesse électorale d'avoir l'âge de 21 pour fumer. Le deuxième touche élargir les zones publiques qui vont être sans fumer, soit de tabac, soit de cannabis. Sur l'île de Montréal, il y a des règles différentes selon l'endroit géographique. Si je comprends, l'ensemble des banlieues a des règlements qui soit permettent pas de fumer le cannabis dans le parc, et en quelques instances, le cannabis et le tabac dans les parcs et quelques autres endroits publics. À Montréal, une citoyenne ne peut pas fumer du cannabis à Saint-Laurent ou à Montréal-Nord, mais il peut traverser la rue et aller au parc à Hansik, disons, un quartier qui est
arrondissements limitrophes à Saint-Laurent et Montréal-Nord et Péfumé. Donc, les règles sont différentes selon le lieu géographique et difficile pour beaucoup de citoyens de saisir. J'aimerais savoir si Projet Montréal, qui n'a pas adopté les mêmes règlements qu'Ensemble Montréal dans leur lieu public, a repensé ce dossier. J'ai entendu de quelques journalistes que vous êtes en train de repenser, de permettre de fumer du cannabis dans les parcs. Est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que les règles actuelles conviennent à vous ou non? Merci beaucoup. Merci, M. Rotram. La parole à M. Sari. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis désolé d'avoir oublié d'intervenir sur le point 2009 dans ma précédente intervention. Et j'aimerais bien revenir sur ce point-là, où il y a un certain contrat qui a été octroyé à une certaine firme. Et moi, j'avais préparé la question au préalable avant d'avoir lu le rapport. Alors, ma question change un peu de sens, plutôt parce que je voulais savoir quelle est la position de l'administration si le rapport du BIG fait en sorte que c'est une entreprise qui pourrait être douteuse. Mais après la lecture, moi, ma question demeure presque la même, mais dans un autre sens. Comment on va faire? L'administration, comment elle peut faire? Le conseil municipal, comment il peut faire pour empêcher des entrepreneurs ou des firmes à réputation douteuse d'obtenir des contrats publics de remorquage ou d'autres services? Quel est le plan de la ville et de l'administration? Actuellement, l'absence d'octroi de contrats d'exclusivité de remorquage maintient tout simplement à la ville de Montréal, sur l'île de Montréal, un certain statu quo. Alors, ce statu quo, il est favorable à ces entrepreneurs, il est favorable à ces entreprises dont leur réputation est très douteuse. Alors, la ville de Montréal, à mon avis, doit rester vigilante dans le dossier de remorquage, comme le BIC l'a bien dit. Merci. Merci, M. Sari. Madame Filato. Merci, Madame la Présidente. Donc, en droit de réplique sur le 80-20-06, il y avait plusieurs questions de plusieurs collègues. Je vais essayer de répondre de façon sommaire. Donc, au questionnement de M. Langevin, je tiens à rappeler que l'analyse qui a été faite par Raymond Chabot de Grant Thornton a été faite de façon très préliminaire. Notre administration a été très diligente, a fait des recherches continuées selon les changements dans le projet de loi également. Et donc, les demandes de la part de l'administration ont été faites conformément à ce qui nous a été recommandé. Nous sommes assez satisfaits du montant qui a été reçu. Il y a également, je rappelle, un montant qui a été reçu qui s'appelle accès cannabis, donc pour ce qui a trait au SPVM. Et effectivement, c'est certain que nous allons suivre de près l'adoption de la loi. Nous allons demander également que ça soit une somme récurrente. On y tient. Il y a une analyse qui doit être faite selon les besoins sur le terrain et selon l'implantation de la loi. Ensuite, à la question de M. Rotran, qui est également en lien avec le 80-20-06. Notre position n'a pas changé par rapport à l'âge légal. Et c'est, je le rappelle, suite aux recommandations de la Direction de la santé publique. Donc, c'est une question de cohérence et une question de santé. Merci. Merci, Madame Filato. Oui. Continuez, allez-y. Merci. Donc, en droit de réplique sur le 80-20-07, en réponse à la question, aux nombreuses questions de M. Sari. Donc, écoutez, je vais juste ressortir mes notes parce qu'il y avait beaucoup de points. Donc, vous aviez mentionné le fait qu'il y a des activités à l'extérieur de Montréal. C'est certain que pour nous, depuis le rapport du contrôleur général, c'était extrêmement important que notre financement à la Ville, donc le financement que nous, on accorde, soit pour bénéficier des actions qui sont bénéfiques aux Montréalais et aux Montréalaises. Ceci étant dit, j'ai été claire la semaine dernière, ça se peut très bien qu'il y ait des actions internationales. Ce qui est important, cependant, c'est que les actions soient encadrées, que ce soit un processus qui est fait de façon transparente et rigoureuse, mais essentiellement le financement qui est noté pour ce qu'on vote aujourd'hui est vraiment des actions qui vont bénéficier aux Montréalais et aux Montréalaises. On laisse le soin au gouvernement provincial d'annoncer leur propre financement, mais je peux vous garantir que le gouvernement provincial sera au rendez-vous. Merci. Merci, Madame Filato.
Alors, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, je vais réunir, et je suis à nouveau appuyé de mon collègue Benoît Doré, les items 2011 à 2015. Et en 2011, on accorde un contrat à Gasti MP Inc. En 2012, on accorde un contrat à Procova pour des dalles du magasin du garage de Carrière. En 2013, on accorde un contrat de service professionnel à Cima Plus et STGM Architectes. En 2014, on approuve l'avenant à l'entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021 entre la ministre de la Culture, des Communications et la Ville de Montréal. En 2015, on approuve un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de l'Université de Montréal un terrain constitué du lot 6 115 317 du Cadastre du Québec. Et en 2016, on approuve un projet d'acte prolongeant l'amphithéose entre la Ville de Montréal et la coop d'habitation La Légende de Montréal. Merci, Monsieur le leader. Excusez-moi, je me suis rendu trop loin. Je me suis rendu à 2016 et je n'aurais pas dû. Alors, c'est compris. Madame la leader, à vous la parole. Je vais continuer sur l'enthousiasme de mon collègue. En revenant sur le 2012 Procova, relativement à la question du contrôle des matériaux et la gestion environnementale des sols contaminés à sortir du site, alors le sommaire décisionnel à la page 3 indique qu'un budget pour les incidences de 61 000 plus ou moins est réservé à une firme spécialisée pour le contrôle qualité des matériaux et la gestion environnementale des sols contaminés à sortir du site. Alors, considérant que la région de Montréal compte 4 centres régionaux de sols contaminés autorisés par le gouvernement québécois, l'administration peut-elle nous dire quel est le centre identifié pour traiter les sols contaminés dans ce dossier? Merci. Merci, Madame la leader. Madame Parent, à vous la parole. Oui, bonjour à tous. Comme vous le savez, Montréal est une ville de réconciliation, un processus qui met de l'avant 6 axes de travail, dont la célébration de la présence autochtone au sein de notre ville et le soutien au développement culturel. C'est au 2014, pardon. C'est donc avec énormément d'enthousiasme que nous annonçons aujourd'hui une modification de l'entente sur le développement culturel qui permet d'ajouter une somme de 1,7 million à la dite entente, dont 1 million ira à la production et à la diffusion de contenus culturels autochtones à Montréal. Évidemment, pour unir ces deux objectifs, donc la célébration de la présence autochtone et le soutien au développement culturel, nous nous concentrerons en partie sur l'art mural et l'art public. Donc, nous pourrons voir au sein de notre ville se déployer des projets qui mettront en valeur la production culturelle autochtone contemporaine et les traditions autochtones millénaires. Merci beaucoup, Madame Parent. La parole à Monsieur Tomlinson. Merci, Madame la Présidente. J'interviens sur le point 20.15, tout simplement pour dire à quel point nous sommes heureux à Outremont d'acquérir un nouveau terrain qui va être dédié au logement social. Je pense que c'est un terrain qui était à l'origine identifié par le privé comme étant un excellent endroit pour développer au niveau du privé. Et la Ville est intervenue pour en faire du logement social et on est très heureux. Avec cette acquisition, le Nouvel-Outremont augmente de façon importante le nombre de logements sociaux. Et c'est ça qui est important à retenir là-dedans. Il y a maintenant plus de 250 logements sociaux qui sont en planification dans le Nouvel-Outremont, dont un premier projet de 48 unités qui lèvera le jour très bientôt, dans les prochaines semaines, voire les mois au plus tard. Nous avons très hâte d'accueillir ces nouveaux arrivants et pour dire au contraire de ce que plusieurs pensent, même à Outremont, nous accueillons à bras ouverts le logement social. Merci. Merci beaucoup, M. Tomlinson. La parole à Mme Boisvert-Roy. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais prendre la balle au bond de mon collègue pour lui poser quelques questions. Dans le sommaire décisionnel, on constate que la transaction entre la Ville et l'Université n'a pas pu se conclure avant le délai du 29 avril 2019 et qu'ils ont ensuite procédé à la transaction. On comprend qu'initialement, ce qui était prévu, c'est que l'Université de Montréal vende le terrain à un organisme communautaire dans un délai de 2 ans, mais ceci n'a pas pu être possible avant le 29 avril 2018. Alors, quelles ont été les démarches qui ont été effectuées par l'Université de Montréal pour vendre justement à un quelconque organisme communautaire? Parce qu'on constate quand même qu'il y a plus ou moins 65 000 en frais d'entretien pour chacune des 3 prochaines années qui vont incomber à la Ville. Alors, première question à M. Tomlinson et deuxième question, avec un terrain qui est amoindri, soit 467 mètres carrés
mètres cubes de moins. Est-ce que l'administration peut nous assurer que les 95 logements qui étaient prévus dans l'entente initiale de 2011 vont toujours être bien construits et que ça ira dans ce sens-là? Et si tant est que ce n'est pas le cas, quel sera l'impact au niveau de la typologie des logements? Merci. Merci, Madame la leader. Monsieur Baudry, à vous la parole. Il y a plusieurs questions techniques là-dedans. Je pourrais vous revenir là, avec une réponse complète là, à ce niveau-là, Madame Boivin-Roy. Merci, Monsieur Baudry. Ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, cette fois est la bonne. Je réunis 2016 à 2020. J'étais dans l'empressement, je ne sais pas, j'étais parti tantôt. Alors, en 2016, on approuve le projet d'acte prolongeant l'amphithéose entre la Ville de Montréal et la coop d'habitation La Légende Montréal. En 2017, on autorise une dépense additionnelle de 22 840 $ pour l'achat des interfaces analogues dans le cadre du contrat accordé à West Safety Service Canada. En 2018, on accorde un contrat à Jacques-Olivier Ford pour la fourniture de 65 véhicules de patrouille. En 2019, on accorde un contrat de gré à gré à Esri Canada Limité pour la mise à jour d'Argis Server vers la version Advance et l'acquisition de GeoEvent Server pour le service de la police de la Ville de Montréal. Ça fait beaucoup. Et en 2020, on accorde un contrat de gré à gré à Software AG Canada pour le renouvellement du contrat d'acquisition et d'utilisation de logiciels. Merci, Monsieur le leader. Monsieur Baisse, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Dans ce dossier, nous apprenons que près de 600 000 $ seront transférés du service des grands parcs du Mont-Royal et des sports de compétences locales vers le service des technologies et l'information pour l'année 2019. Et nous comprenons que les transferts entre services sont possibles, peuvent être utiles, parfois nécessaires et surtout courants dans certains cas. Cependant, nous ne comprenons pas que le transfert se fasse depuis le service des grands parcs du Mont-Royal et des sports. C'est un service qui a besoin de financement, surtout avec tous les projets en cours et qui vont voir le jour dans l'année qui vient. Et pour vous donner quelques exemples, la construction d'un aire de skate-park au parc Antique, le réaménagement du terrain de tennis, de 2 terrains de basketball, d'un terrain de soccer, des exerciceurs et des équipements de calisthénie au parc Ménard. Pardon? Est-ce que c'est sur le point 2020? C'est le 20-20-20. Exactement. Pourquoi? 20-20-20. Ben, c'est le 20-20-20 là que je suis. Mais c'est le 20-20. Est-ce que je ne l'ai pas dit? C'est pas grave, mais... Ben, c'est ça que je parle. C'est ça qu'on avait. Oh. It took a while for everybody to realize after 5 minutes? No, we realized. Means everybody's watching. We just wanted to make sure that you were on the right point. So then I don't have to repeat myself later. Merci, Madame la Présidente. Merci. Are we on 2020 agglomeration? No, we're 80. That's right. On n'est pas dans le chapitre 20, on est dans le chapitre 80. Non, mais... Exactement, 80, 20, 20. Mais c'est ça que je suis en train de dire, OK. non? C'est parce que vous avez dit 20, 20, 20, alors on pensait que vous faisiez Ben non, référence le 20, au chapitre 20, 20. je l'ai dit après, mais j'ai dit 20, 20, effectivement, Madame la Du chapitre Présidente, 80. C'est le 80, Parfait. 20, 20. Vous n'étiez pas si perdu Smokes, que ça, everybody's finalement. on the ball this morning, or this afternoon even. Regardez, je suis presque terminé. Yeah, it's a good... No, I'm not going to start over. Écoutez, j'étais en train de dire quelques exemples, Madame la Présidente, je m'excuse. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on rit, mais c'est une question que j'ai à la fin. La réflexion, c'est sûr, du terrain de soccer au parc Sir Wilfrid Laurier ou encore les réaménagements du parc de planche à roulettes au parc Delorme dans Saint-Léonard pour 612 000, ce qui est presque le montant de transfert. La question est quand même très simple. Le service est régulièrement en déficit, Madame la Présidente, et les arrondissements demandent du financement à la Ville tous les ans pour rénover leurs plateaux sportifs et pour embellir leurs parcs. C'est une administration qui ne cesse de répéter qu'elle pense vert, qu'elle veut investir dans les parcs, et c'est pour cette raison que je ne comprends pas.
Est-ce que cette administration peut nous assurer que ces 600 000 $ n'étaient pas nécessaires pour le service des grands parcs, qu'elle n'a pas dû couper dans un autre projet pour les parcs et les sports pour financer ce contrat et qu'aucun projet en cours ne va souffrir de cette baisse de revenus? Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Baisse. M. Sari, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'interviens sur les points 80-20-19 et 80-20-20. Pour le 80-20-19, mon intervention est très très simple. Encore une fois, on est en train d'autoriser une action par rapport à un service de la Ville de Montréal, par rapport à une solution de la Ville de Montréal, sachant qu'il y a 3 ou 4 mois, on a autorisé pour le même service, sachant ici qu'on parle de la cartographie, on parle de la géomatique, et on est en train d'avoir un autre fournisseur de services. Je ne suis loin d'être contre la compagnie de ArcGIS. Au contraire, c'est une compagnie qui a fait ses preuves à travers le monde et même au sein de la ville par rapport à ces solutions qu'il nous a fournies. Cependant, on est encore une fois en train de perdre les solutions corporatives. On est en train de perdre un peu, d'avoir des solutions qui pourraient être à la fois mobiles, qui pourraient être à la fois partageables, qui pourraient être à la fois intégrées. Pourquoi? Parce qu'on est en train de multiplier le nombre de fournisseurs pour une seule solution, celle de la géomatique et la cartographie. En ce qui concerne le 80-20-20, mon intervention s'aligne un peu avec ce qu'on a vu aussi dans d'autres, s'aligne beaucoup avec les interventions que j'ai faites par rapport au mois de juin, par rapport au mois de mai et d'autres mois auparavant. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent de stratégie de sortie quand on accorde des contrats, notamment des contrats qui sont avec des valeurs récurrentes. Et ici, nous avons eu plusieurs questions là-dessus, notamment avec la dépendance d'IBM. Et ce qui était très intéressant de la part de l'administration et le porteur du dossier au sein de l'administration, c'est que nous avons eu l'assurance, et voire même la promesse, de quitter cette dépendance avec IBM au maximum d'un an. Le temps court, et bien évidemment, on aimerait tous se féliciter, et féliciter même l'administration, une fois qu'on va sortir de cette dépendance d'IBM. Mais cette fois-ci, nous allons parler d'une autre dépendance, Software AG et ses logiciels naturels et ADABA. Les GDD ne sont pas assez vieux que l'on puisse suivre à la trace notre dépendance à Software AG. Pourquoi? C'est que c'est pour vous dire cela, on a tout simplement une question de prix, et je répète encore une fois, un prix avec une dépense récurrente. On a aussi un problème par rapport à les contrats d'IBM sont de 700 000 $ environ, tandis que celui-ci s'approche plus d'1 million. Alors, si la dernière fois j'ai intervenu sur des contrats de 700 000, ici on est proche d'un contrat d'1 million. Ma première question porte sur la dépendance, comme je l'ai bien mentionné. On parle ici d'un contrat qui va se terminer en 2024. On suppose donc aucun plan à court terme pour chercher des options ailleurs. D'autant plus, j'aimerais aussi rappeler que dans le sommaire décisionnel, qui sont les fournisseurs qui ont soumis ou qui ont déposé leur soumission. Et là, encore une fois, on est dans la même modus operandi qu'on a vu dans les autres sommaires décisionnels. On a les mêmes firmes qui reviennent tout le temps. On parle toujours des mêmes joueurs qui restent tout le temps. Est-ce qu'on peut se poser une question? Pourquoi les autres joueurs n'arrivent pas à soumissionner? Tout simplement parce que les conditions qui sont dans les appels d'offres sont des conditions liées à des stratégies de sortie que les autres joueurs ne peuvent pas facilement respecter. On parle d'ordinateur central, donc d'IBM, car les applications ont à la fois besoin de l'un de l'autre et on est en train de créer une certaine multiplication des dépendances. Est-ce que modifier les relations avec IBM aura un impact sur les applications qui nécessitent Naturel et ADABA? Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Sari. Monsieur Doré, à vous la parole. Oui, en droit de réplique sur 80.20.20, soit le dossier de M. Baisse. Alors, M. Baisse, dans le fond, se dit, c'est un virement de crédit. On va passer 600 000 $ du budget des contingences, en fait, du budget du service des grands parcs, et on va envoyer ça au STI. Il nous dit, est-ce que cet argent-là, on est sûr que ça ne se donnera pas des coupures, soit de service ou quoi que ce soit, à même ce service-là? Non, assurément pas, malgré qu'en même temps, il faut faire des choix dans chacune des unités administratives. Donc, ce service-là, il est vital. On le voit à la lecture du GDD.
c'est nécessaire. C'est un fournisseur qui est là de longue date, qui fournit des services essentiels dont on a besoin. Alors, il y a pour pouvoir aller de l'avant avec ce contrat-là, nous allons piger dans les contingences et nous allons faire ce virement de 600 000 vers le service des technologies de l'information. On pourra voir par la suite, pour la suite des choses, comment on agira, mais pour l'instant, rien ne nous permet de croire que ça va changer l'utilité fine des crédits au service des grands parcs. Merci. Merci, M. Doré. Ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, on enchaîne avec les items 2021 à 2025. Et en 2021, on conclut 6 ententes d'achat contractuels d'une durée de 36 mois avec 2 options de renouvellement pour la fourniture et la livraison de produits chimiques utilisés dans les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-des-Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval. En 2022, on conclut une entente cadre d'une durée de 30 mois avec conseiller en gestion informatique CGI Inc. En 2023, on conclut des ententes cadres d'une durée de 30 mois avec Cofomo. En 2024, on conclut toujours avec Cofomo d'autres ententes cadres d'une durée de 30 mois. Et en 2025, on approuve le projet d'une première convention de renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue de Jalbec Inc. un garage rue Dixon à Montréal. Merci, Monsieur le leader. Monsieur Sari, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'interviens sur le point 80-20-22. Et ici, permettez-moi un commentaire sur les 3 contrats qu'on octroie à Cofomo et à CGI. Mon premier commentaire porte sur la capacité des services, à savoir ce qu'ils veulent. On apprend dans le premier contrat que l'EVIO ne sera pas suffisant pour certains travaux informatiques. Aussi, CGI viendra comme renfort. On va vous demander encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment une certaine architecture d'entreprise? Est-ce qu'il y a vraiment une certaine vision globale? Est-ce qu'il y a une vision corporative, monsieur le responsable du dossier? Parce que ici, encore une fois, vous nous demandez une certaine somme d'argent et on veut savoir, et d'ailleurs ma question tout à l'heure portait sur la dépendance d'1 an, et j'espère que c'est une promesse que vous allez respecter, parce qu'on y tient tous, notamment, incluant l'administration. Toujours les mêmes firmes qui vont déposer leur soumission, les 4 mêmes pour être précis. Or, le marché est composé d'un nombre très important de firmes qui peuvent donner un certain service et qui peuvent avoir leur chance avec la ville. Est-ce qu'on peut se poser la question, pourquoi ces firmes-là ne répondent pas à nos appels d'offres? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'a pas une certaine diversité par rapport aux firmes qui peuvent jouer un rôle au niveau des solutions informatiques de la ville de Montréal? On a toujours les mêmes joueurs qui viennent de l'avant pour déposer leurs appels d'offres. Que faites-vous très précisément pour aller chercher des nouveaux joueurs? Avez-vous une réflexion sur les blocages possibles qu'à l'hôtel de ville on peut avoir pour ces nouveaux joueurs, monsieur le responsable du dossier? Merci. Merci, monsieur Sari. Monsieur Croteau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, en droit de réplique pour le point 2022. Alors, monsieur Sari, j'ai un document, je vous avais parlé la dernière fois qu'il y avait beaucoup d'informations disponibles. Alors, j'ai préparé un document pour vous aussi que je vais vous remettre, où vous avez la mission, la vision, les axes stratégiques et justement l'architecture d'affaires des services des technologies de l'information. Dans un beau document, tout est bien décrit. Et vous avez aussi des beaux tableaux avec l'architecture cible et donc toute l'information que vous demandez pour chacun des GDD pour répondre à toutes vos questions dans ce court document de 5 pages, recto verso, bien entendu. Et je vais m'assurer que dans tous les GDD qui seront déposés, vous aurez un résumé de ce document-là qui vous rappellera donc les réponses que vous posez ici au Conseil pour vous aider à mieux comprendre les décisions du service des technologies de l'information. Alors, tout ça s'établit bien entendu dans une logique et dans une stratégie qui a été établie depuis plusieurs années. Stratégie où, vous le verrez dans le document, une architecture cible très, très bien structurée et bien organisée et qui répond à l'ensemble des besoins des services. Dans ce cas précis, nous avons un défi important à relever parce qu'il y a beaucoup de projets à réaliser au sein je rappelle qu'il y a 125 projets dans le PTI du Service des technologies de l'information. C'est le service qui a le plus de projets inscrits au PTI. Donc, pas nécessairement d'une grande valeur, contrairement à mon collègue, M. Ouellette, qui a beaucoup plus de valeur au PTI que le mien, mais nous avons beaucoup à gérer au Service des technologies de l'information.
Une des problématiques, c'est bien entendu notre capacité à avoir à la fois des services à l'interne, c'est-à-dire des professionnels, et on l'a vu avec l'embauche que nous avons lancée il y a quelques mois, la difficulté de concurrencer le marché actuel, la pénurie de l'emploi, et on doit donc trouver des nouveaux moyens pour être capable d'attirer des gens à l'interne. Et d'autre part, la cause que nous avons perdue face aux syndicats il y a plusieurs années sur les services professionnels, qui nous oblige à avoir des contrats de services professionnels plus courts. Sinon, c'est considéré comme des emplois déguisés. Alors, dans un cas comme celui-ci, nous sommes absolument obligés d'avoir une échéance sur les contrats professionnels et renouveler avec d'autres firmes et assurer la continuité des projets. Parce que ce qui est important et vraiment majeur à souligner dans un cas comme celui-ci, c'est que des firmes précédemment travaillaient sur des projets PTI majeurs qui sont fondamentaux pour l'organisation et la continuité de ces projets sont absolument cruciaux et la transition, si ce n'est pas les mêmes firmes, doit être absolument donc requise. C'est-à-dire que lorsque nous allons en appel d'offres, il faut absolument que les soumissionnaires soient aptes à poursuivre les contrats qui étaient précédemment engagés. Sinon, il y aura une rupture et des pertes de sommes et de temps énormes pour la Ville de Montréal. Donc, dans ce cas précis, ce sont la nécessité de poursuite des projets au PTI qui sont déjà engagés, qui sont inscrits au PTI, et notre capacité à pouvoir faire cette continuité entre les différentes firmes, naturellement, donc, ce qui restreint nécessairement en partie, et une réponse en partie, par rapport au marché et à la capacité des firmes de soumissionner à l'ensemble des projets. Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Croteau. Ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, nous allons donc maintenant réunir les systèmes 2026 à 2030. Et en 2026, on approuve la prolongation de bail d'un emplacement situé au complexe environnemental Saint-Michel. En 2027, on accorde un contrat pour le service de tri et de la mise en marché de matières recyclables de l'agglomération de Montréal. Je m'excuse, j'ai les anciennes formulations de l'ordre du jour, Monsieur le greffier, là, mais l'important, c'est que les points concordent. En 2028, on conclut des ententes cadres pour une période de 8 mois pour la fourniture et la livraison de sels de déclassage des chaussées. En 2029, on conclut des ententes cadres de services professionnels pour la surveillance environnementale et la gestion de déblais. Et en 2030, on accorde un contrat excavation vie de l'eau limité pour la fourniture et le transport de matières par conteneur pour 5 écocentres. Merci, Monsieur le leader. Madame la leader. Oui, bonjour, Madame la Présidente. Je vais entamer les discussions sur ces dossiers avec les rapports de la Commission permanente sur l'examen des contrats. Alors, le 80-20-27, donc il s'agit d'accorder un contrat pour le centre de tri et de mise en marché de matières recyclables de l'agglomération de Montréal et autoriser un ajustement récurrent. Donc, il s'agit d'un contrat de plus de 10 millions, contrat de biens et services de plus de 2 millions pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres. L'écart de prix est de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres. Également, l'adjudicataire en est à son 3e octroi consécutif de contrat pour un contrat récurrent. Donc, les membres de la Commission, bien au fait de la crise des matières recyclables qui sévit depuis 1 an et demi déjà et qui devrait se poursuivre pour les 2 prochaines années malheureusement, ont pu apprendre que ce contrat visait à assurer la gestion des matières d'ici l'ouverture d'un nouveau centre de tri, dont les infrastructures sont actuellement en planification. Le service a expliqué avoir utilisé différentes clauses pour tester le marché, dans lequel il n'existe essentiellement pas de compétition, telle qu'observée lors de l'attribution d'un récent contrat. Parmi les stratégies utilisées dans le cadre de cet appel d'offres figurent le fractionnement du tonnage et la garantie de capacité, ainsi que la séparation par lot et le retrait de certaines clauses irritantes pour les fournisseurs. Quant aux hausses de loyers et aux investissements requis sur les équipements, ceux-ci sont à la charge de l'entrepreneur. Finalement, les membres de la Commission ont compris que ce contrat a un impact positif sur le budget global du service, puisque différents frais, totalisant entre 500 000 et 700 000, qui étaient assumés par le service, le seront dorénavant par le fournisseur. Alors, en bout de ligne, les membres ont constaté la conformité du dossier à l'unanimité. 80-20-28, alors il s'agit de Cargill Cell Sécurité routière pour une division de Cargill Limited, également Mine Selene, une division de KS Cell Windsor Limited et Compass Minerals Canada Corporation, contrat de plus de 10 millions, contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 millions dont les adjudicataires en sont à leur 3e et 6e octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent. Alors il s'agit ici de la fourniture et de la livraison de sels de déglaçage des chaussées
et de l'autorisation d'une dépense supplémentaire en prévision des possibles variations de quantité au contrat, totalisant un montant équivalent à 20 de celui octroyé. Alors, les membres ont reçu une présentation exhaustive du service permettant de bien comprendre la particularité du marché du sel, représenté par 3 grandes firmes et pour lequel le Québec compte 3 clients majeurs, soit le MTQ, l'UMQ et l'agglomération de Montréal. De plus, les explications fournies par le service ont permis aux membres de la Commission de comprendre ce marché haussier et d'obtenir plusieurs précisions techniques fort intéressantes relativement aux produits concernés, ainsi qu'à la méthode de distribution du produit entre les différentes villes liées et arrondissements participants. De plus, les membres ont apprécié que le service ait développé une stratégie visant à mieux se positionner sur le marché lors des prochains appels d'offres. Bien que les membres aient pu rapidement conclure en la conformité du processus, que je vous annonce par cette phrase, ça demeure une importante préoccupation par rapport à l'empreinte carbone du transport du sel et aux conséquences environnementales des types de fondants et d'abrasifs utilisés par la Ville. Par conséquent, la Commission souhaitera certainement recommander à l'administration, dans son rapport annuel, de travailler à identifier des produits et des pratiques plus environnementales dans un avenir rapproché. 80-20-29, FNX Innove. Alors, il s'agit d'un contrat de service professionnel d'une valeur de plus de 1 million, pour lequel l'adjudicataire en est à son 3e octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent, et d'un contrat de service professionnel d'une valeur de plus d'1 million, pour lequel l'adjudicataire en est le seul soumissionnaire conforme. Il s'agit ici de conclure des ententes cadres de services professionnels avec 4 firmes pour réaliser la surveillance environnementale de la gestion des déblais dans l'emprise des chaussées dans le cadre de projets d'infrastructure. Les membres ont bien compris le contexte de sollicitation importante du marché actuellement haussier en raison du grand nombre de projets menés simultanément, dont plusieurs projets d'envergure en cours sur le territoire de la Ville, soit le REM, l'échangeur Turcot, etc., jumelés aux nouveaux besoins en réponse à la corruption dans le marché des sols contaminés, qui explique en bout de ligne l'augmentation relative des coûts. De plus, les membres ont été informés de 2 nouvelles stratégies déployées dans le cadre de cet appel d'offres, dont une visant à diminuer les exigences en ce qui concerne le personnel technique et une autre visant à octroyer des contrats de moindre envergure. Alors, cette dernière stratégie a permis à 2 nouveaux soumissionnaires d'obtenir un premier contrat. Ainsi, au final, les commissionnaires comprennent que l'octroi des 4 contrats permettra la réalisation d'un nombre de mandats simultanés, répondant ainsi de manière suffisante aux besoins pour l'année 2020. Alors, les membres ont confirmé la conformité de ce dossier à l'unanimité. Merci. Merci beaucoup, Madame la leader. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Je vais parler sur 3 des 5 dossiers. Je vais commencer avec le 80-20.29. Donc, c'est un contrat, des ententes cadres plutôt, 4 contrats pour différentes firmes afin qu'ils puissent offrir des services professionnels pour la surveillance environnementale de la gestion des déblais dans l'emprise des chaussées, et ainsi que dans les cas de projet. Donc, il y a 4 lots qui vont être octroyés. Et vraiment, mon intervention va se limiter notamment au rapport de mi-année de l'inspectrice générale, du bureau de l'inspectrice générale, où, suite à une enquête notamment sur les sols contaminés ainsi que d'autres éléments, l'inspectrice générale soulève de sérieuses préoccupations sur ces enjeux-là. Et je vais lire quelques passages brièvement. C'est à la page 18 du rapport qui a été déposé aujourd'hui, où on parle spécifiquement sur la surveillance. Donc, un contrat sur lequel on s'apprête à octroyer. Et puis, dans le rapport, l'inspectrice générale soulève, et je cite, « Il a été observé que certains surveillants ne maîtrisent pas les règles applicables en gestion des sols contaminés ou qui sont parfois incapables de les faire respecter par l'entrepreneur. Certains surveillants responsables de contrôler la gestion de sols contaminés ont admis aux enquêteurs qui n'ont pas d'expérience dans le domaine ou qui ne sont pas familiers avec le devis des travaux qui surveillent. » Fin de citation. Je pense que c'est assez préoccupant lorsque des surveillants reconnaissent ça dans un contexte de l'inspectrice générale. Également, il y a eu un cas spécifique apparemment, mais qui n'est pas nécessairement une exception,
où l'entrepreneur il a refait la caractérisation des sols en lien avec les travaux. Et on peut comprendre comme quoi lorsqu'on refait la caractérisation, ça change la façon qu'on va procéder. Évidemment, c'est interdit en vertu de nos documents d'appel d'offres. Finalement, l'inspectrice générale soulève comme quoi qu'il n'est pas, je cite, qu'il n'est pas rare que les surveillants soient remplacés sur un chantier. Ces nouveaux surveillants ne connaissent pas les spécificités du chantier sur lequel ils sont parachutés. L'inexpérience et le manque de connaissance des règles ont également été soulignés par les intervenants reconnus. Fin de citation. Il semblerait que dans certains cas, il y a un changement de surveillant pour justement changer les donnes, quelqu'un qui n'était pas nécessairement au courant de ce qui est arrivé jusqu'à ce stade-ci. Donc, préoccupant, aucun doute, on partage ces éléments. Nous savons, et encore une fois, évidemment, la plus-value du bureau de l'inspectrice générale. Évidemment, on sait que l'administration va prendre connaissance du rapport. Ils vont prendre le temps d'analyser. Il y a certaines indications de la part de l'inspectrice concernant certaines recommandations, mais ils sont très limités. Elle-même, elle le reconnaît, comme quoi il n'y a pas énormément de solutions, à l'exception d'augmenter cette expertise à l'interne. Et ça pose évidemment des défis à différents enjeux. Donc, cela n'enlève pas qu'on va octroyer un contrat. On a évidemment le droit de poser des questions et on compte sur l'administration de s'assurer que les préoccupations qui ont été soulevées dans le rapport vont évidemment être, encore une fois, pris au sérieux par l'administration, par les services, pour qu'on puisse s'assurer que de telles choses ne se produisent pas sur le territoire de la ville de Montréal. Je passe maintenant sur le 2026 et le 2027. Une partie de moi est très content qu'on n'a pas amorcé ce dossier tard le soir, ce soir, parce que la dernière fois qu'on avait touché un dossier de revue solide, un certain lundi 28 mai, on l'avait commencé à quelques minutes avant 22 heures et puis on avait terminé vers minuit. Donc, je suis partie de moi très content qu'on n'aura pas une répétition de cet enjeu-là. Mais je me permets de faire référence à ce contrat qui avait été octroyé par l'administration, par cette enceinte, parce que c'est à ce moment-là que le contrat sur lequel on va octroyer, que potentiellement qu'on va octroyer aujourd'hui, qui commence. Et nous savons comme quoi nous y avons des préoccupations. Il y avait évidemment la crise qui était amorcée suite à la décision de la politique de la Chine de revoir quel genre de matières qu'ils vont recevoir. Et donc, ça a mis des défis supplémentaires, notamment sur l'exploitant qui gérait les centres de tri, notamment Rébus Solide, et comme quoi la ville, elle devait prendre une certaine décision. Nous, on était évidemment très préoccupés de la façon que le contrat avait été présenté. Or, on avait perdu une partie importante du cautionnement. Nous avions vu comme quoi c'était une forme de subvention indirecte. Nous avions soulevé également le fait qu'il y avait potentiellement d'autres dépenses ou bien pertes qui seraient envisagées. Alors nous, à ce moment-là, nous avons demandé certaines choses. On avait demandé certains amendements que l'administration avait acceptés. Et puis je vais les lire des procès-verbaux du 28 mai 2018, comme quoi, et je cite que le conseil d'agglomération exige de Rébus Solide Canadien Inc. Premier point, déposer d'ici 6 mois au conseil d'agglomération un diagnostic technologique, opérationnel et financier de l'entreprise, et B, présenter d'ici 1 an au conseil d'agglomération un plan d'action et de mise en œuvre visant à assurer sa viabilité économique et la modernisation de ces installations dans un esprit de contribution à l'économie circulaire de la région métropolitaine. Fin de citation. Or, en date d'aujourd'hui, à ce que je sache, ni ici, dans le conseil d'agglomération, ont reçu de tels documents. Nous n'avons pas reçu cet état de situation. Nous n'avons certainement pas reçu ce plan d'action. Nous avons demandé à plusieurs reprises, à travers des questions dans cette enceinte, sur d'autres dossiers, et on n'a toujours pas reçu cette information. Je trouve à un certain niveau, sans invoquer un privilège, Madame
de Madame la Présidente, c'est un manque de respect de cette enceinte, de ce conseil municipal, du conseil d'agglomération, de n'avoir pas avoir fait un suivi, de ne pas respecter son engagement, ses engagements, afin de permettre une plus grande transparence, afin de permettre aux élus de prendre une décision éclairée avec toute l'information. Et je pense que malheureusement, le dossier que nous avons devant nous manque encore une fois de plusieurs éléments et d'informations pour qu'on puisse prendre une telle décision informée et éclairée. Je vous donne quelques exemples. Premièrement, dans ce cas-ci, il n'y a pas une copie de l'entente entre Rubis Solide Canada et la Ville de Montréal. On l'avait eu lors de l'adoption au mois de mai 2018. On ne l'a pas ici. C'est quelque chose quand même qui est fait de façon courante lorsqu'il y a des ententes entre la ville et les exploitants. Je m'explique mal pourquoi on n'a pas une copie de cette entente. Je pense que ça pourrait nous amener beaucoup plus d'éclaircissements et d'informations. Je donne un exemple. On ne sait pas, parce que le sommet décisionnel est muet là-dessus, s'il y a une caution d'exécution pour ce contrat, oui ou non. Dans le contrat de 2018, celui-là qui était transitoire, entre guillemets, il y avait une caution de 3 millions de dollars. On n'était pas satisfait, mais au moins, on avait eu cette information. Au moins, à ce moment-ci, il y avait. Dans ce cas-ci, on ne l'a pas. Deuxièmement, ce que nous pensons comme étant être très préoccupant, c'est le fait que, bien que le prix à la tonne négocié a été de 120 dollars, c'était 123 dollars et quelques, et comme c'était seulement un seul soumissionnaire, l'administration a pu négocier cela à 120 dollars. À travers ce prix-là, le modèle financier qui est présenté va garantir une perte. Une perte qui est clairement indiquée dans le sommaire décisionnel. Ce qui est plus préoccupant, c'est que dans le sommaire décisionnel, on souligne, tout en disant comme quoi on avait négocié à 120 dollars, une petite ligne qui dit « Le montant au bordereau n'inclut pas les montants prévus pour le prix de vente plancher de 40 dollars. » Alors, pour nous, ça ouvre une boîte de Pandore potentielle. On a négocié sur 20 dollars, sur 120 dollars, on se base, d'après les écrits, sur ce taux-là, mais on ouvre la porte pour la possibilité que si jamais c'est vendu à un prix moindre, donc le prix plancher de 40 dollars, il y aura une perte supplémentaire. Évidemment, ça sera la ville à payer. Si je me trompe, j'aimerais bien que, je présume, M. Parenteau m'explique à cet égard-là. Alors, pour nous, c'est d'autant plus préoccupant parce qu'on parle d'un contrat potentiel de 62 millions de dollars, mais possiblement les pertes annuelles qui sont environ de 1,5 million de dollars en moyenne pourraient être potentiellement jusqu'à 3 fois ce montant-là. Donc, on parle de 7,5 millions de dollars. Potentiellement, ça peut aller jusqu'à une vingtaine de millions de dollars supplémentaires. Et tout cela, je le répète, nous n'avons pas toujours vu ce fameux plan d'action. C'était un engagement de l'administration. Oui, on lit dans le sommaire décisionnel comme quoi, à la page 7, il y aura des investissements pour la modernisation, des installations et d'autres investissements pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs qui sont prévus par Rubis Solide Canada. Pas plus que ça. On n'a pas d'échéancier, on n'a pas de plan d'action, on n'a pas de détails. Pour nous, c'est très, très préoccupant. Nous savons également qu'un autre élément qui a été souligné, c'est le fait que, et je cite dans la section de développement durable du 20.27, comme quoi la ville a certaines obligations. Et c'est utilisé comme évidemment une nécessité d'aller de l'avant avec ce contrat-là. Et je cite, par exemple, donc en respect de la politique québécoise de gestion de matières résiduelles et de plan PMGMR de la CMM, le tri et la valorisation des matières recyclables contribuent aux objectifs suivants, qui récupéraient 80% des matières recyclables organiques, des RDD, et encombrants d'ici 2019. On ne sait pas, et atteindre, dans le cas du C40, un taux de détournement d'investissement de 70% d'ici 2020. Donc, on est en 2019, le sommet décisionnel ne partage pas l'information, on est à quel taux? On avait des objectifs de 80%. Est-ce qu'on y est presque? Est-ce qu'on n'est pas loin? Est-ce qu'on y est trop loin? Je
pense que c'est quelque chose que je pense qu'on est assez loin, je pense qu'on a certaines informations, mais c'est le genre d'informations, je pense, qui serait pertinent à inclure. Je veux dire, c'est bien beau de dire nos objectifs, mais où est-ce qu'on en est à cet égard-là? Alors, pour tous ces éléments-là, on espère avoir vraiment l'heure juste de la part de l'administration. J'allais demander pour une plénière, mais je doute que l'administration, avec l'historique qu'on a pu voir au cours des dernières années et demie, qu'elle serait favorable à permettre à voir les services devant nous pour répondre à nos questions que je soumets sont des plus pertinentes là. Alors, je ne vais pas en faire une demande formelle. J'anticipe sans vouloir préjuger et puis faire un procès d'intention aucunement. Loin de là, je pense que, et corrigez-moi si j'ai tort, s'il y a une volonté, nous, on serait prêts à poser des questions à cet égard-là. Voilà, c'est 23 heures, tout seul. Et dans ce contexte-là, on parle d'un contrat de 62 millions de dollars, presque 32% de plus d'estimation. On comprend que le marché est difficile. On comprend qu'il y a des défis. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres options qu'on doit aller de l'avant et passer des contrats pour 5 ans à des dizaines et des dizaines de millions de dollars sous la rubrique ou bien plutôt sous les énoncés, les propos comme quoi l'alternative, c'est l'enfouissement. Je m'excuse, la Ville de Montréal, elle a d'autres façons de travailler. Depuis l'année passée, on aurait pu peut-être commencer à travailler avec le gouvernement du Québec pour faire avancer. Moi, je me rappelle avoir lu un article au début de la crise comme quoi, justement, Rubis Solid était prêt à faire certains investissements de l'ordre de 5 millions de dollars pour pouvoir moderniser son équipement. Où est-ce qu'on en est là-dedans? La Ville de Montréal, depuis l'année passée, elle a un certain fonds pour le développement économique. Est-ce qu'il y avait quelque chose à explorer à cet égard-là? Alors, moi, je pense que, malheureusement, un dossier de cette envergure-là ne répond pas aux véritables préoccupations que nous partageons tous. Je vois mal comment, à moins que les réponses de M. Parenteau puissent nous répondre de façon sans équivoque à cet égard-là, je vois mal comment on pourrait aller de l'avant et appuyer ce genre de dossier. J'espère que je me trompe. Je vais laisser évidemment la chance à M. Parenteau avant qu'on prenne une décision formelle. Dernier point, sur le 20.26, qui évidemment a un contrat connexe, c'est le bail pour le centre de Saint-Michel, le complexe environnemental Saint-Michel. On comprend qu'il y a un lien entre ces deux-là. On comprend également que la firme, elle avait effectivement annoncé son intention de nous renouveler. Donc, le bail. Alors, on comprend que, oui, ils sont distincts, oui, il y a des conditions à cet égard-là, mais un n'empêche pas l'autre. Et nous pensons également qu'il aurait été souhaitable, bien qu'on ait eu l'entente, on a eu le bail, la prolongation du bail, d'avoir peut-être le bail original, il date de 1999, si je ne m'abuse, donc ça fait 20 ans. Ça aurait été à placer. On a essayé de les trouver dans les archives, mais apparemment ça va jusqu'à 2001. Ce qu'on a pu trouver, en tout cas. Alors voilà, j'attends les propos et puis l'intervention de M. Parenteau pour qu'on puisse potentiellement voter en faveur. Merci beaucoup, M. le chef de l'opposition. M. Miellé, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, mon collègue est déjà intervenu sur 80-26-20-27. Je vais me concentrer davantage sur le 80-20-30, à savoir accorder un contrat d'excavation Vidolo limité au montant de 9,3 millions de dollars. Madame la Présidente, nous avons devant nous un dossier qui couvrira l'ensemble des besoins pour une période de 35 mois pour un total de 5 écocentres. Par contre, nous rappelons que c'était suite à l'ensemble de la saga avec Minimax qui avait causé ce besoin de retourner en appel d'offres et nous avions, comme opposition officielle, eu l'occasion de manifester notre grande préoccupation par rapport au marché. Or,
nous apercevons, avec le dossier devant nous, que non seulement le service d'approvisionnement n'a pas réussi à ouvrir le marché, sonder le marché, être capable de diversifier notre, diversifier notre utilisation de ces services. Au contraire, nous en sommes tout aussi dépendants et l'enjeu est que nous octroyons aujourd'hui un contrat avec près de 81% d'écart avec l'estimé de contrôle. Ça me fait toujours sourire, mais en même temps, on est au désespoir des fois de voir un sommaire décisionnel où est-ce qu'on prend à peu près 1 page et demie à nous expliquer l'écart entre notre soumission interne et le seul soumissionnaire. On nous explique pendant 1 page et demie avec des explications fournies par le soumissionnaire unique, parce qu'on a pu les obtenir par le soumissionnaire unique, l'écart de 81%. Et des fois, je me pose la question, mais pour quel motif que ce qu'on nous explique fort bien à l'intérieur d'1 page et demie de sommaire décisionnel, mais pourquoi qu'on n'est pas allé chercher cette information-là avant pour avoir un meilleur estimé de contrôle, pour avoir une meilleure idée de quel marché on allait sonder, à savoir comment s'assurer que on prévoit ce que le marché aurait pu répondre suite à l'appel d'offres. C'est à ne rien comprendre de la façon que ce dossier est monté. Nous avons un 81% d'écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation interne. Ensuite, à la fin, c'est 9,3 millions de dollars pour du transport de conteneurs. Il me semble que ce n'est pas si majeur comme exécution de travaux. Il n'y a pas une expertise majeure. Si on n'est pas capable de nous répondre à savoir pourquoi il y a des enjeux de où mettre l'emplacement de ces produits-là, bien, donnons-nous des explications. Donnons des explications à savoir quel est l'enjeu, pourquoi le transport, on nous parle de trafic, on nous parle d'enjeux de localisation, mais ça ne justifie pas 9,3 millions sur 5 ans. On est tous conscients qu'on ne veut pas perdre de service. On a vécu la fermeture de La Salle, on a vécu la fermeture de Saint-Laurent, et on ne veut pas répéter cela. Mais néanmoins, ce n'est pas la façon d'amener un dossier après toutes les embûches que l'administration a eues. On l'a vu sur les 2 autres dossiers avec Rebut Solide. On est constamment à la remorque, pas vouloir faire de jeu de mots ici avec remorque, mais on est constamment à la dépendance de contractants qui nous expliquent que c'est un marché difficile et donc qu'il faut augmenter nos investissements en ce sens. Madame la Présidente, lorsque l'administration part en appel d'offres, elle a une responsabilité également de sonder avant le marché. On ne peut pas simplement, sans faire la démonstration, avec tous les problèmes qu'on a eus avec les fournisseurs précédents, qu'on n'a pas fait une analyse pour s'assurer qu'on n'arrive pas à la même situation du contrat précédent, mais simplement avec un nouveau adjudicataire, et qu'on risque de se retrouver avec le même enjeu qui a coûté aux Montréalais 9,3 millions de dollars. Pour toutes ces raisons, dans ce dossier-là, j'ai hâte d'entendre les explications de mon collègue, mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas expliquer un écart de 81% entre un estimé lorsque l'administration sait depuis plusieurs mois qu'on a un marché qu'il faut diversifier. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Miellé.